Chapitre 69. Dénoué. Quelqu'un me jugeait hier en peu de mots. Optimisme incurable. Certainement, il l'entendait mal, voulant dire que je suis ainsi par nature et que j'en suis bien heureux, mais qu'enfin une bienfaisante illusion n'a jamais passé pour vérité. C'est confondre ce qui est avec ce que l'on veut faire être. Si l'on considère ce qui est de soi, et sans qu'on y travaille, le pessimisme est le vrai, car le cours des choses humaines, dès qu'on l'abandonne, va tout de suite au pire. Par exemple, qui se livre à son humeur est aussitôt malheureux et méchant. Cela est inévitable par la structure de notre corps, qui tourne tout à mal dès qu'on ne le surveille plus, dès qu'on ne le gouverne plus. Observez qu'un groupe d'enfants, faute d'un jeu réglé, en vient bientôt à la brutalité informe. Ici se montre la loi biologique de l'excitation, qui va aussitôt à l'irritation. Faites l'essai de jouer à frapper dans les mains avec un tout petit enfant. Bientôt il se livrera au jeu avec une sorte de fureur qui résulte de son action même. Autre essai, faites parler un jeune garçon. Admirez-le seulement un peu, il arrivera à l'extravagance dès qu'il aura vaincu la timidité. La leçon vous fera rougir vous-même, car elle est bonne pour tous, en même temps qu'amère pour tous. Quiconque se lance à parler sans gouverner la machine, dit promptement assez de sottises pour maudire ensuite sa propre nature et désespérer de lui-même. Jugez, d'après cela, une foule en effervescence et vous en attendrez tout le mal possible, sans compter toute la sottise possible, en quoi vous ne vous tromperez point. Mais celui qui connaît le mal par les causes apprendra à ne point maudire et à ne point désespérer. La maladresse est la loi de tout essai, dans n'importe quel genre. Le corps, non formé par gymnastique, s'emporte aussitôt, et que ce soit dessin, ou escrime, ou équitation, ou conversation, aussitôt vise mal et manque naturellement le but. Cela étonne et semble donner raison aux pessimistes, mais il faut comprendre par les causes, et la principale chose à considérer ici, c'est cette liaison de tous les muscles qui fait que chacun d'eux, dès qu'il se remue, éveille tous les autres, et non point d'abord ceux qui doivent coopérer. Le maladroit pèse de tout son corps sur le moindre mouvement, et chacun est maladroit d'abord, quand ce ne serait que pour enfoncer un clou. Cependant, il n'est point de limite au savoir-faire que l'on peut acquérir en s'exerçant. Tous les arts et tous les métiers en témoignent. Et le dessin, ce tracé du geste, est peut-être le témoignage le plus éloquent de tous, quand il est beau, car cette main lourde, impatiente, irritée, chargée de tout le corps, est pourtant capable de ce trait léger, retenu et comme purifié, soumis en même temps au jugement et à la chose. Et l'homme qui crie et s'irrite la gorge est le même qui chantera, car chacun reçoit en héritage ce paquet de muscles tremblants et noués. Il faut dénouer, et ce n'est pas un petit travail. Et chacun sait bien que la colère et le désespoir sont les premiers ennemis à vaincre. Il faut croire, espérer et sourire, et avec cela, travailler. Ainsi, la condition humaine est telle que si on ne se donne pas comme règle des règles un optimisme invincible, aussitôt le plus noir pessimisme est le vrai. 27 décembre 1921. Chapitre 70. Patience. Quand je vais prendre le train, j'entends toujours des gens qui disent « Vous n'arrivez qu'à telle heure, comme ce voyage est long et ennuyeux ». Le mal est qu'ils le croient, et c'est là que notre stoïcien aurait 10 fois raison quand il dit « Supprime le jugement, tu supprimes le mal ». Si l'on regardait les choses autrement, on serait conduit à considérer un voyage en chemin de fer comme un des plaisirs les plus vifs. Si l'on ouvrait quelques panoramas où l'on verrait les couleurs du ciel et de la terre et la fuite des choses comme sur une grande roue dont le centre serait au fond de l'horizon, si l'on donnait un tel spectacle, tout le monde voudrait l'avoir vu.
Et si l'inventeur réalisait aussi la trépidation du train et tous les bruits du voyage, cela paraîtrait encore plus beau. Or, toutes ces merveilles, dès que vous montez en chemin de fer, vous les avez gratis. Oui, gratis, car vous payez pour être transporté, non pour voir des vallées, des fleuves et des montagnes. La vie est pleine de ces plaisirs vifs, qui ne coûtent rien, et dont on ne jouit pas assez. Il faudrait des écriteaux dans toutes les langues et un peu partout pour dire « Ouvrez les yeux, prenez du plaisir ». À quoi vous répondez « Je suis voyageur, non spectateur. Une affaire importante veut que je sois ici ou là le plus tôt que je pourrai. C'est à cela que je pense. Je compte les minutes et les tours de roue. Je maudis ces arrêts et ces employés indolents qui poussent les malles sans passion. Moi, je pousse les miennes en idées. Je pousse le train. Je pousse le temps. Vous dites que c'est déraisonnable, et moi, je dis que c'est naturel et inévitable, si l'on a un peu de sang dans les veines. Assurément, il est bon d'avoir du sang dans les veines, mais les animaux qui ont triomphé sur cette terre ne sont pas les plus colériques. Ce sont les raisonnables, ceux qui gardent leur passion pour le juste moment. Ainsi, le terrible escrimeur, ce n'est pas celui qui frappe du pied la planche et qui part avant de savoir où il ira. C'est ce flegmatique qui attend que le passage soit ouvert et qui y passe soudain comme une hirondelle. De même, vous qui apprenez à agir, ne poussez pas votre wagon, puisqu'il marche sans vous. Ne poussez pas le majestueux et imperturbable temps qui conduit tous les univers ensemble d'un instant à un autre instant. Les choses n'attendent qu'un regard pour vous prendre et vous porter. Il faudrait apprendre à être bon et ami pour soi-même. 11 décembre 1910. Chapitre 71. Bienveillance. Qu'il est difficile d'être content de quelqu'un. Cette sévère parole de La Bruyère doit déjà nous rendre prudents, car le bon sens veut que chacun s'adapte aux conditions réelles de la vie en société, et il n'est point juste de condamner l'homme moyen, ses folies de misanthrope. Donc, sans chercher les causes, je me garde de considérer mes semblables comme si j'étais un spectateur qui a payé sa place et qui veut qu'on lui plaise. Mais au contraire, repassant en moi-même l'ordinaire de cette difficile existence, je mets d'avance tout au pire. Je suppose que l'interlocuteur a un mauvais estomac, ou la migraine, ou bien des soucis d'argent, ou des querelles domestiques. Ciel douteux, me dis-je, ciel de Mars, gris et bleu mêlés, éclairs de soleil et bise aigre. J'ai ma fourrure et mon parapluie. Bon, mais il y a mieux à penser là-dessus, si l'on songe à cet instable corps humain, frémissant à la moindre touche, toujours penchant, bientôt emporté, produisant gestes et discours selon sa forme, selon sa fatigue et selon les actions étrangères. C'est pourtant ce corps humain qui doit m'apporter, comme un bouquet de fête, les sentiments constants, les égards et les agréables propos auxquels il me semble que j'ai droit. Cependant moi-même, qui suis si attentif à l'autre, je ne le suis guère à moi. Je lance des messages que j'ignore, par un geste machinal, par un froncement de sourcils. Le soleil et le vent composent mon visage. J'offre ainsi à l'autre justement ce que je m'étonne de trouver en lui, un homme, c'est-à-dire un animal qui a charge d'esprit, que l'on prend toujours trop haut, et puis trop bas, qui ne peut faire un signe sans en faire 10, bien plutôt qui fait signe de toute sa personne sans pouvoir choisir. En ce mélange, je dois, comme un chercheur d'or, négliger le gravier et le sable, et reconnaître la plus petite paillette. C'est à moi de chercher. Aucun homme ne crible les discours qu'il lance comme il fait de ceux qu'il entend. Me voilà donc disposé selon la politesse. Et encore mieux, j'ouvre un large crédit à l'autre. Je laisse les scories, j'attends sa vraie pensée. Mais ici je remarque un autre effet auquel on ne s'attend jamais assez.
Cette bienveillance que je fais voir délie aussitôt ce timide qui s'avance en armes et tout hérissé. Bref, de ces deux humeurs qui roulent l'une vers l'autre comme des nuages, il faut que l'une commence à sourire. Si ce n'est point vous qui commencez, vous n'êtes qu'un sot. Il n'est point d'homme dont on ne puisse dire et penser beaucoup de mal. Il n'est point d'homme dont on ne puisse dire et penser beaucoup de bien. Et la nature humaine est ainsi faite qu'elle n'a point peur de déplaire, car l'irritation, qui donne courage, suit la timidité de bien près. Et le sentiment que l'on a d'être désagréable rend aussitôt pire. Mais c'est à vous qui avez compris ces choses de ne point entrer dans ce jeu. C'est une expérience étonnante que celle-ci, et que je vous prie de faire une fois. Il est plus facile de gouverner directement l'humeur des autres que la sienne propre, et qui manie avec précaution l'humeur de l'interlocuteur est médecin de la sienne propre par ce moyen, car dans la conversation ainsi que dans la danse, chacun est le miroir de l'autre. 8 avril 1922. Chapitre 72. Injures. Si un phonographe vous couvrait soudainement d'injures, cela vous ferait rire. Si un homme de mauvaise humeur, mais à peu près sans voix, faisait marcher un phonographe à injures pour contenter sa colère, personne ne croirait que telle injure, blessante par hasard, lui était destinée. Mais quand c'est la face humaine qui lance l'injure, chacun veut croire que tout ce qu'elle dit était prémédité, ou tout au moins est pensé dans l'instant même. Ce qui trompe, c'est l'éloquence des passions et l'espèce de sens qu'offrent presque toujours des paroles produites sans penser par une bouche humaine. Descartes a écrit le plus beau de ses ouvrages, et trop peu lu, c'est le traité des passions, justement pour expliquer comment notre machine, par sa forme et par le pli de l'habitude, arrive aisément à jouer la pensée. Pour nous-mêmes aussi, car lorsque nous sommes bien en colère, d'abord nous imaginons 1000 choses qui s'accordent très vite avec notre fureur physique, et qui, par la vivacité, sont autant de preuves. Et puis nous produisons en même temps des discours souvent pleins d'accents et de vraisemblances qui nous touchent nous-mêmes comme ferait le jeu d'un bon acteur. Si quelque autre s'échauffe par imitation et nous donne la réplique, voilà un beau drame, où pourtant il est vrai que les pensées suivent les paroles au lieu de les précéder. La vérité de théâtre est sans doute en ceci que les personnages ne cessent de réfléchir sur ce qu'ils ont dit. Leurs paroles sont comme des oracles dont ils cherchent le sens. Dans un bon ménage, les discours improvisés dans le jeu de l'impatience atteignent souvent le comble du ridicule. Et il faut savoir rire de ces belles improvisations. Mais la plupart des gens ignorent tout à fait cet automatisme des émotions. Ils prennent tout naïvement, comme des héros d'Homère. De là des haines qu'il faut appeler imaginaires. J'admire l'assurance d'un homme qui hait. Un arbitre n'écoute guère un témoin qui s'échauffe jusqu'à la fureur. Mais dès qu'un homme est en cause, il se croit lui-même, il croit tout. Une de nos erreurs les plus étonnantes est d'attendre que la colère laisse sortir une pensée longtemps cachée. Cela n'est pas vrai une fois sur 1000. Il faut qu'un homme se possède s'il veut dire ce qu'il pense. Cela est évident, mais l'entraînement, l'emportement, la précipitation à chercher la réplique vous le feront oublier. Le bon abbé Pirard, dans Le Rouge et le Noir, prévoit la chose. « Je suis sujet, dit-il à son ami, à prendre de l'humeur. Il se peut que nous cessions de nous parler. » La naïveté ne peut aller plus loin. Quoi, si ma colère est un fait de phonographe, j'entends de bile, d'estomac et de gosier, et si je le sais bien, ne puis-je siffler ce mauvais acteur tragique au milieu même de son discours ? Il est à supposer que les jurons
qui sont des exclamations entièrement dépourvues de sens, ont été inventées comme instinctivement pour donner issue à la colère, sans rien dire de blessant ni d'irréparable. Et nos cochers, dans les encombrements, seraient donc philosophes sans le savoir. Mais il est bien plaisant de voir que, parmi ces cartouches à blanc, quelquefois il y en a une qui blesse par hasard. On peut m'injurier en russe, je n'y entends rien. Mais si par hasard je savais le russe, réellement toute injure est charabia. Comprendre bien cela, c'est comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. 17 novembre 1913. Chapitre 73. Bonne humeur. Si j'avais, par aventure, à écrire un traité de morale, je mettrais la bonne humeur au premier rang des devoirs. Je ne sais quelle féroce religion nous a enseigné que la tristesse est grande et belle, et que le sage doit méditer sur la mort en creusant sa propre tombe. Comme j'avais 10 ans, je visitais la grande trappe. Je vis ces tombes qu'il creusait un peu tous les jours, et la chapelle mortuaire, où les morts restaient une bonne semaine pour l'édification des vivants. Ces images lugubres et cette odeur cadavérique me poursuivirent longtemps. Mais ils avaient voulu trop prouver. Je ne puis pas dire au juste, parce que je l'ai oublié, à quel moment et pour quelle raison je sortis du catholicisme. Mais dès ce moment-là, je me dis, il n'est pas possible que ce soit là le vrai secret de la vie. Tout mon être se révoltait contre ces moines pleurards, et je me délivrais de leur religion comme d'une maladie. J'ai tout de même l'empreinte. Nous l'avons tous. Nous geignons trop aisément et pour de trop petites causes. Et même quand les circonstances nous apportent une vraie peine, nous croyons devoir la manifester. Il court à ce sujet de faux jugements qui sentent le sacristain. On pardonnerait tout à un homme qui sait bien pleurer. Aussi, il faut voir quelles tragédies sont jouées sur les tombes. L'orateur est comme brisé, et les mots sont pris dans sa gorge. Un ancien aurait pitié de nous. Il se dirait « Comment, ce n'est donc point un consolateur qui parle, ce n'est donc point un guide pour la vie, ce n'est qu'un acteur tragique, un maître de tristesse et de mort. Et que penserait-il du sauvage Dies Irae ? Je crois qu'il renverrait cet hymne à la tragédie. Car, dirait-il, c'est quand je suis hors de peine que je puis me donner le spectacle des passions déprimantes. C'est alors une bonne leçon pour moi. Mais dès qu'une vraie peine tombe sur moi, je n'ai d'autre devoir alors que de me montrer homme et de serrer fortement la vie, et de réunir ma volonté et ma vie contre le malheur, comme un guerrier qui fait face à l'ennemi, et parler des morts avec amitié et joie autant que je le pourrais. Mais eux, avec leur désespoir, ils feraient rougir les morts, si les morts les voyaient. Oui, il nous reste, après avoir écarté les mensonges des prêtres, à prendre la vie noblement, et à ne point nous déchirer nous-mêmes, et les autres par contagion, par des déclamations tragiques, et encore bien mieux, car tout se tient, contre les petits maux de la vie, ne point les raconter, les étaler, ni les grossir. Être bon avec les autres et avec soi, les aider à vivre, s'aider soi-même à vivre, voilà la vraie charité. La bonté est joie, l'amour est joie. 10 octobre 1909. Chapitre 74. Une cure. Après qu'ils eurent raconté leurs bains, leurs douches et leur régime, moi, dit l'autre, je fais depuis 15 jours une cure de bonne humeur, et je m'en trouve très bien. Il y a des temps où les pensées deviennent âcres, où l'on critique tout avec fureur, où l'on ne voit plus rien de beau ou de bien, ni dans les autres, ni dans soi-même. Quand les idées tournent de ce côté-là, cela signifie qu'il faut faire une cure de bonne humeur. Cela consiste à exercer sa bonne humeur contre toute mauvaise fortune
et surtout contre les choses de peu, qui vous feraient partir en imprécation si l'on était justement dans la cure de bonne humeur. Alors ces petits ennuis sont au contraire très utiles, comme les côtes pour vous faire des mollets. Il y a, dit encore l'autre, des gens ennuyeux qui se réunissent pour récriminer et geindre. On les fuit en temps ordinaire. Mais dans la cure de bonne humeur, au contraire, on les cherche. Ils sont comme ces ressorts pour la gymnastique en chambre. Après avoir tiré sur les plus petits pour commencer, on arrive à tendre les gros. De même, je range mes amis et connaissances par ordre de mauvaise humeur croissante, et je m'exerce aux uns après les autres. Quand ils sont encore plus aigres que d'habitude, plus ingénieux à cracher dans tous les plats, je me dis: oh, la bonne épreuve, courage, mon cœur, va, soulève encore cette plainte-là. Les choses, dit encore l'autre, sont souvent bonnes aussi, je veux dire mauvaises, autant qu'il faut pour une cure de bonne humeur. Un ragoût brûlé, du vieux pain, le soleil, la poussière, des comptes à faire, la bourse, presque à sec, cela donne lieu à de précieux exercices. On se dit, comme à la boxe ou à l'escrime, voilà un maître coup qui m'arrive. Il s'agit de le parer ou de l'encaisser proprement. En temps ordinaire, on se met à crier, comme les enfants, et l'on est si honteux de crier que l'on crie encore plus fort. Mais en cure de bonne humeur, les choses se passent tout à fait autrement. On reçoit la chose comme une bonne douche. On se secoue, on hausse les épaules en deux temps, et puis on étire ses muscles, on les assouplit, on les jette les uns sur les autres comme des linges mouillés. Alors le flot de la vie coule ainsi qu'une source délivrée. L'appétit va, la lessive se fait, la vie sent bon. Mais, dit-il, je vous laisse. Vous avez maintenant des figures épanouies. Vous n'êtes plus bon à rien pour ma cure de bonne humeur. 24 septembre 1911. Chapitre 75. Hygiène de l'esprit. Je lisais hier un article sur une certaine espèce de fou à opinion qui, à force de voir les choses toujours sous le même angle, finissent par se croire persécutés et sont bientôt dangereux et bons à enfermer. Cette lecture, qui me jetait dans de tristes pensées, quoi de plus triste à considérer qu'un fou, me rappela pourtant une bonne réponse que j'avais entendue. Comme on parlait, en présence d'un sage, d'un demi-fou à persécution qui, par surcroît, avait toujours froid aux pieds, ce sage dit: défaut de circulation dans le sang et de circulation dans les idées. Le mot est bon à méditer. Il est sûr que chacun de nous a des pensées de fou autant qu'on voudra, comme rêves ou associations burlesques entre des images. C'est le langage intérieur, surtout, qui trébuche, et qui, par une faute de prononciation, nous jette souvent à quelque idée absurde. Seulement, nous n'y restons pas. Chez l'homme normal, il se fait un continuel changement d'idées, comme dans un vol de moucherons. Et nous oublions tellement toutes nos folies que nous ne serions jamais capables de répondre exactement à cette question qui paraît si simple. À quoi pensez-vous? Cette circulation des idées conduit souvent à une certaine futilité et puérilité. Elle est pourtant la santé même de l'esprit. Et si j'avais à choisir, j'aimerais mieux être insouciant que maniaque. Je ne sais si ceux qui instruisent les enfants et les hommes ont assez réfléchi là-dessus. À les entendre, on croirait que le principal est d'avoir des idées bien cimentées et bien lourdes à remuer. À quoi ils nous habituent de bonne heure par leur ridicule exercice de mémoire, et nous traînons toute notre vie des chapelets de mauvais vers et de maximes creuses qui nous font buter à chaque pas. Dans la suite, on nous enferme dans quelques spécialités à litanie, on nous dresse à remâcher, et cela devient dangereux par l'âge dès que nos humeurs donnent de l'amertume à nos pensées. Nous récitons mentalement notre tristesse comme nous récitions la géographie en vers. Condez-nous les esprits, au contraire, je donnerais comme règle d'hygiène
n'ait jamais deux fois la même pensée. À quoi l'hypocondriaque dira: je n'y peux rien, c'est que mon cerveau est fait ainsi et arrosé de sang plus ou moins. C'est clair. Mais nous connaissons justement une méthode pour masser le cerveau. Il ne faut que changer d'idée. Et ce n'est pas difficile si l'on y est entraîné. Il y a deux pratiques infaillibles pour purger la cervelle. L'une consiste à regarder autour de soi et à se donner comme une douche de spectacle. Il n'en manque jamais. L'autre consiste à remonter des effets aux causes, ce qui est un moyen assuré de chasser les images noires. Car la chaîne des causes et des effets nous emmène en voyage, et tout de suite fort loin. C'est une autre manière d'interroger l'oracle, comme si, au lieu de rechercher par quelle pensée la pitié m'a prédit que je finirais avare, je voulais comprendre comment sa bouche a formé ce mot-là plutôt qu'un autre. Me voilà aux voyelles et aux consonnes et à la pente naturelle qui nous conduit de l'une à l'autre. Toute la phonétique entre en scène. Quelqu'un avait fait un rêve un peu effrayant. Comme je l'invitais à en chercher les vraies causes, qui sont souvent dans des perceptions jointes à de petits malaises, il se lança dans les hypothèses et je vis qu'il était délivré. La circulation était rétablie. 9 octobre 1909. Chapitre 76. L'hymne au lait. Je trouve en Descartes cette idée que la passion de l'amour est bonne pour la santé et la haine, au contraire, mauvaise. Idée connue, mais non assez familière. Pour mieux dire, on n'y croit point. On en rirait si Descartes n'était presque autant au-dessus de la moquerie que sont Homère ou la Bible. Ce ne serait pourtant pas un petit progrès si les hommes s'avisaient de faire par amour tout ce qu'ils font par haine, choisissant, en ces choses mêlées qui sont hommes, actions et œuvres, toujours ce qui est beau et bon pour l'aimer, et c'est le plus puissant moyen de rabaisser ce qui est mauvais. En bref, il est meilleur, il est plus juste, il est plus efficace d'applaudir à la bonne musique que de siffler à la mauvaise. Pourquoi? Parce que l'amour est physiologiquement fort et la haine physiologiquement faible. Mais le propre des hommes passionnés est de ne pas croire un seul mot de ce que l'on écrit sur les passions. Il faut donc comprendre par les causes. Et je trouve aussi ces causes en Descartes. Car quel est, dit-il, notre premier amour, notre plus ancien amour, sinon de ce sang enrichi de bonne nourriture, de cet air pur, de cette douce chaleur, enfin de tout ce qui fait croître le nourrisson? C'est en nos premières années que nous avons appris ce langage de l'amour, d'abord de lui-même à lui-même, et exprimé par ce mouvement, par cette flexion, par ce délicieux accord des organes vitaux accueillant le bon lait. Tout à fait de la même manière que la première approbation fut ce mouvement de la tête qui dit oui à la bonne soupe. Et observez tout au contraire, comme la tête et tout le corps de l'enfant disent non à la soupe trop chaude. De la même manière aussi, l'estomac, le cœur, le corps entier disent non à tout aliment qui peut nuire, et jusqu'à le rejeter par cette nausée qui est la plus énergique et la plus ancienne expression du mépris, du blâme et de l'aversion. C'est pourquoi, avec la brièveté et la simplicité homérique, Descartes dit que la haine en tout homme est contraire à la bonne digestion. On peut agrandir, on peut enfler cette idée admirable, on ne la fatiguera point, on n'en trouvera point les limites. Le premier hymne d'amour fut cet hymne au lait maternel, chanté par tout le corps de l'enfant, accueillant, embrassant, écrémant de tous ses moyens la précieuse nourriture. Et cet enthousiasme a été et physiologiquement le premier modèle, et le vrai modèle de tout enthousiasme au monde. Qui ne voit que le premier exemple du baiser est dans le nourrisson. Il n'oublie jamais rien de cette piété première. Il baise encore la croix.
car il faut bien que nos signes soient de notre corps, et pareillement le geste de maudire et l'ancien geste des poumons qui refusent l'air vicié, de l'estomac qui rejette le lait aigre, de tous les tissus en défense. Quel profit peux-tu espérer de ton repas, ô liseur imprudent, si la haine assaisonne les plats? Que ne lis-tu le traité des passions de l'âme? Il est vrai que ton libraire ne sait pas seulement ce que c'est, et que ton psychologue ne le sait guère mieux. C'est presque tout que de savoir lire. 21 janvier 1924. Chapitre 77. Amitié. Il y a de merveilleuses joies dans l'amitié. On le comprend sans peine si l'on remarque que la joie est contagieuse. Il suffit que ma présence procure à mon ami un peu de vraie joie pour que le spectacle de cette joie me fasse éprouver à mon tour une joie. Ainsi, la joie que chacun donne lui est rendue. En même temps, des trésors de joie sont mis en liberté, et tous deux se disent « J'avais en moi du bonheur dont je ne faisais rien ». La source de la joie est au-dedans, j'en conviens, et rien n'est plus attristant que de voir des gens mécontents d'eux et de tout, qui se chatouillent les uns les autres pour se faire rire. Mais il faut dire aussi que l'homme content, s'il est seul, oublie bientôt qu'il est content. Toute sa joie est bientôt endormie. Il en arrive à une espèce de stupidité et presque d'insensibilité. Le sentiment intérieur a besoin de mouvements extérieurs. Si quelque tyran m'emprisonnait pour m'apprendre à respecter les puissances, j'aurais comme règle de santé de rire tout seul tous les jours. Je donnerais de l'exercice à ma joie comme j'en donnerais à mes jambes. Voici un paquet de branches sèches. Elles sont inertes en apparence comme la terre. Si vous les laissez là, elles deviendront terre. Pourtant, elles enferment une ardeur cachée qu'elles ont prise au soleil. Approchez d'elles la plus petite flamme, et bientôt vous aurez un brasier crépitant. Il fallait seulement secouer la porte et réveiller le prisonnier. C'est ainsi qu'il faut une espèce de mise en train pour éveiller la joie. Lorsque le petit enfant rit pour la première fois, son rire n'exprime rien du tout. Il ne rit pas parce qu'il est heureux. Je dirais plutôt qu'il est heureux parce qu'il rit. Il a du plaisir à rire comme il en a à manger. Mais il faut d'abord qu'il mange. Cela n'est pas vrai seulement pour le rire. On a besoin aussi de paroles pour savoir ce que l'on pense. Tant qu'on est seul, on ne peut être soi. Les nigauds de moralistes disent qu'aimer, c'est s'oublier. Vue trop simple. Plus on sort de soi-même, et plus on est soi-même. Mieux aussi, on se sent vivre. Ne laisse pas pourrir ton bois dans ta cave. 27 décembre 1907. Chapitre 78. De l'irrésolution. Descartes dit que l'irrésolution est le plus grand des maux. Il le dit plus d'une fois. Il ne l'explique jamais. Je ne connais point de plus grande lumière sur la nature de l'homme. Toutes les passions, tous leurs stériles mouvements s'expliquent par là. Les jeux de hasard, si mal connus en leur puissance, qui est sur le haut de l'âme, plaisent parce qu'ils entretiennent le pouvoir de décider. C'est comme un défi à la nature des choses qui met tout presque égal et qui nourrit sans fin nos moindres délibérations. Dans le jeu, tout est égal à la rigueur et il faut choisir. Ce risque abstrait est comme une insulte à la réflexion. Il faut sauter le pas. Le jeu répond aussitôt, et l'on ne peut avoir de ces repentirs qui empoisonnent nos pensées. On n'en peut avoir parce qu'il n'y avait pas de raison. On ne dit point « si j'avais su », puisque la règle est qu'on ne peut savoir. Je ne m'étonne pas que le jeu soit le seul remède à l'ennui, car l'ennui est principalement de délibérer, tout en sachant bien qu'il est inutile de délibérer.
On peut se demander de quoi souffre un homme amoureux qui ne dort point, ou bien l'ambitieux déçu. Ce genre de mal est tout dans la pensée, quoiqu'on puisse dire aussi qu'il est tout dans le corps. Cette agitation qui chasse le sommeil ne vient que de ces vaines résolutions qui ne décident rien, et qui sont lancées à chaque fois dans le corps, et qui le font sauter comme poisson sur l'herbe. Il y a de la violence dans les résolutions. C'est dit, je romprai tout. Mais la pensée offre aussitôt des moyens d'accommoder. Les effets paraissent d'un parti et de l'autre, sans jamais aucun progrès. Le bénéfice de l'action réelle est que le parti que l'on n'a point pris est oublié, et à parler proprement n'a plus lieu, parce que l'action a changé tous les rapports. Mais agir en idée, ce n'est rien, et tout reste en l'état. Il y a du jeu dans toute action, car il faut bien terminer les pensées avant qu'elles aient épuisé leur sujet. J'ai souvent pensé que la peur, qui est la passion nue et la plus pénible, n'est autre chose que le sentiment d'une irrésolution, si je puis dire, musculaire. L'on se sent sommé d'agir et incapable. Le vertige offre un visage de la peur encore mieux nettoyé, puisque le mal ne vient ici que d'un doute qu'on ne peut surmonter. Et c'est toujours par trop d'esprit que l'on souffre de peur. Certainement, le pire dans les maux de ce genre, comme aussi dans l'ennui, est que l'on se juge incapable de s'en délivrer. L'on se pense machine et l'on se méprise. Tout Descartes est rassemblé en ce jugement souverain où les causes se montrent et aussi le remède. Vertu militaire, et je comprends que Descartes ait voulu servir. Turenne remuait toujours, et ainsi se guérissait du mal d'irrésolution et le donnait à l'ennemi. Descartes en ses pensées est tout de même. Hardi en ses pensées est toujours se mouvant par son décret, toujours décidant. L'irrésolution d'un géomètre serait profondément comique, car elle serait sans fin. Combien de points dans une ligne? Et sait-on ce que l'on pense lorsque l'on pense de parallèles? Mais le génie du géomètre décide qu'on le sait et jure seulement de ne point changer ni revenir. On ne verra rien d'autre en une théorie, si l'on regarde bien, que des erreurs définies et jurées. Toute la force de l'esprit dans ce jeu est de ne jamais croire qu'il constate, alors qu'il a seulement décidé. Là se trouve le secret d'être toujours assuré sans jamais rien croire. Il a résolu, voilà un beau mot, et deux sens en un. 10 août 1924. Chapitre 79. Cérémonie. Si l'irrésolution est le pire des maux, on comprend que la cérémonie, la fonction, le costume, la mode soient les dieux de ce monde. Toute improvisation irrite, non pas tant par l'idée de ce qu'on pourrait faire ou dire d'autre, mais plutôt par le mélange de deux actions dans le corps, ce qui affole nos serviteurs les muscles, et par un prompt effet, le cœur, notre tyran. Un homme surpris et mis en demeure est un malade. C'est pourquoi la liberté rend l'homme méchant. L'enfant le montre. Il n'y a point de jeu libre qui ne tourne brutal. Sur quoi l'on se tromperait bien si l'on supposait de mauvais instincts toujours bandés comme des arcs et que la loi réprime. Mais la loi plaît, et au contraire, l'absence de loi déplaît et irrite par l'irrésolution, ce qui jette à l'extravagance. L'homme nu est frénétique, le costume est déjà une loi, et toute loi plaît comme un costume. Louis XIV eut un pouvoir étonnant et en apparence inexplicable sur ceux qui l'approchaient. Cela venait de toutes ces lois qu'il établissait pour lever, coucher, chaises percées. Il ne faut point dire que c'est parce qu'il avait puissance qu'il imposait ses lois, mais au contraire, il faut dire qu'il avait puissance parce qu'il était lui-même loi. Chacun autour savait toujours, à un pas près, ce qu'il avait à faire, d'où quelque idée de la paix égyptienne.
La guerre a tout pour déplaire. Mais le raisonnement se trompe là. C'est que les hommes y trouvent aussitôt la paix. Je dis la vraie paix, celle qui habite en notre peau. Chacun sait ce qu'il a à faire. La raison, vainement, évoque le malheur, mais elle n'effraie point. Elle n'arrive pas à recouvrir un fond d'allégresse. Chacun voit une fonction bien définie qui est son lot, et des actions qu'il ne peut remettre. Toute sa pensée y court, et le corps suit. Et ce consentement fait aussitôt un état de choses humaines qu'il faut subir, comme on fait d'un cyclone. On s'étonne que les pouvoirs obtiennent tant, mais ils obtiennent beaucoup justement parce qu'ils demandent beaucoup. Ainsi est la règle monastique qui guérit si bien l'irrésolution. Ce n'est rien de conseiller la prière. Il faut ordonner telle prière à telle heure. La sagesse propre au pouvoir en vient toujours à un commandement tout sec, sans aucune raison. La moindre raison fera naître aussitôt deux pensées et mille. Certes, il est agréable de penser, mais il faut que le plaisir de penser se paie de l'art de décider. Ce modèle de l'homme est en Descartes, et l'on sait qu'il fit la guerre, on ne peut dire pour son plaisir, mais par une méthode de se délivrer des pensées qui le touchaient trop. On voudrait rire de la mode, mais la mode est quelque chose de très sérieux. L'esprit se donne l'air de mépriser, mais il met d'abord une cravate. L'uniforme et le froc font voir des effets étonnants pour calmer. Ce sont des vêtements de sommeil. Ce sont des plis de la douce paresse, de la plus douce paresse, celle qui agit sans penser. La mode va à la même fin, mais en ménageant la joie de choisir qui est tout en imagination. Les couleurs attirent, mais la nécessité de choisir ferait peur. Ici, le mal n'est montré que pour mieux faire goûter le remède, comme au théâtre. D'où cette sécurité hier en rouge et retrouvée en bleu. C'est un accord d'opinion, et c'est l'accord qui fait preuve, d'où une sérénité qui est réellement embellie. Car il est vrai que le jaune ne va guère aux blondes, ni le vert aux brunes, mais la grimace de l'inquiétude, de l'envie et du regret ne va à personne. 26 septembre 1923. Chapitre 80. Bonne année. Tous ces cadeaux, en temps d'étrenne, arrivent à remuer plus de tristesse que de joie. Car personne n'est assez riche pour entrer dans l'année nouvelle sans faire beaucoup d'additions. Et plus d'un gémira en secret sur les nids à poussière qu'il aura reçus des uns et des autres, et qu'il aura donnés aux uns et aux autres pour enrichir les marchands. J'entends encore cette petite fille dont les parents ont beaucoup d'amis et qui disait, en considérant le premier buvard qu'elle recevait à une fin d'année, bon, voilà les buvards qui arrivent. Il y a bien de l'indifférence et aussi des colères rentrées dans cette fureur de donner. L'obligation gâte tout, et en même temps les bonbons de chocolat chargent l'estomac et nourrissent la misanthropie. Bah, donnons vite et mangeons vite, ce n'est qu'un moment à passer. Venons au sérieux, je vous souhaite la bonne humeur. Voilà ce qu'il faudrait offrir et recevoir. Voilà la vraie politesse qui enrichit tout le monde et d'abord celui qui donne. Voilà le trésor qui se multiplie par l'échange. On peut le semer le long des rues, dans les tramways, dans les kiosques à journaux. Il ne s'en perdra pas un atome. Elle poussera et fleurira partout où vous l'aurez jetée. Quand il se fait, à quelque carrefour, un entrelacement de voitures, ce ne sont que jurons et invectives, et les chevaux tirent de toute leur force, ce qui fait que le mal s'aggrave de lui-même. Tout embarras est ainsi. Facile à démêler, si l'on voulait sourire, mesurer ses efforts, détendre un peu toutes les colères qui tirent à hu et à dia, mais bientôt, ne gordien, au contraire, si l'on tire en grinçant des dents sur tous les bouts de corde. Madame grince, la cuisinière grince,
le gigot sera trop cuit. De là des discours furibonds. Pour que tous ces Prométhées fussent déliés et libres, il ne fallait pourtant qu'un sourire au bon moment. Mais personne ne songe à une chose aussi simple. Tous travaillent à bien tirer sur la corde qui les étrangle. La vie en commun multiplie les maux. Vous entrez dans un restaurant, vous jetez un regard ennemi au voisin, un autre au menu, un autre au garçon. C'en est fait. La mauvaise humeur court d'un visage à l'autre. Tout se heurte autour de vous. Il y aura peut-être des verres cassés, et le garçon battra sa femme ce soir. Saisissez bien ce mécanisme et cette contagion. Vous voilà magicien et donneur de joie, Dieu bienfaisant partout. Dites une bonne parole, un bon merci, soyez bon pour le veau froid. Vous pourrez suivre cette vague de bonne humeur jusqu'aux plus petites plages. Le garçon interpellera la cuisine d'un autre ton, et les gens passeront autrement entre les chaises. Ainsi, la vague de bonne humeur s'élargira autour de vous, allégera toute chose et vous-même. Cela est sans fin, mais veillez bien au départ, commencez bien la journée et commencez bien l'année. Quel tumulte dans cette rue étroite, que d'injustice, que de violence, le sang coule. Il faudra que les juges s'en mêlent. Tout cela pouvait être évité par la prudence d'un seul cocher, par un tout petit mouvement de ses mains. Sois donc un bon cocher, donne-toi de l'aise sur ton siège, et tiens ton cheval en main. 2 janvier 1910